Bienvenue à vous sur le plateau d'Onzito sur Média TV. C'est avec énormément de plaisir que toute l'équipe vous accueille pour un nouvel épisode. Et justement aujourd'hui, deux sujets d'une grande importance. Bien sûr, l'interview santé sera consacrée aujourd'hui à l'hypothyroïdie, un trouble de la glande thyroïde relativement fréquent chez nous. Et nous en parlerons avec le professeur Jamel Belkhadir, endocrinologue. Mais sinon avant, eh bien, nous allons nous attaquer à l'intelligence émotionnelle, une intelligence qu'on ne mesure pas par le QI, mais c'est par les émotions. Et si nos émotions n'étaient pas nos ennemis, eh bien, c'est une belle discussion à avoir avec une belle équipe bien colorée. Vous allez les découvrir dans quelques instants. Restez avec nous. Les belles couleurs avec moi sur le plateau. Merci beaucoup, mesdames, d'être là. Justement, nous allons parler de l'intelligence émotionnelle. Je pense donc je suis, et si ce n'était pas aussi simple que cela, on en parle avec vous. Karima Rehani, vous êtes psychosociologue. Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir. Toujours les plaisirs et pour moi d'être là. Merci. Également, Dalla, merci beaucoup. Et Amal Hihi, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Partagez. Vous êtes coach professionnel certifié international. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir fait le déplacement. Donc, on y va pour ce sujet sur l'intelligence émotionnelle, une notion relativement récente. On en parle beaucoup. Quelle est son importance? Que pourrait gagner l'entreprise à développer justement cette notion de l'intelligence émotionnelle? Je pense donc je suis. On n'a pas du tout la prétention de nous attaquer à Descartes, bien sûr, mais visiblement, ce n'est plus aussi simple que cela. Oui. Karima Rehani, oui. L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Souvent, quand on en parle, on dit il est sensible, il est hypersensible, il a de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que c'est la même chose, l'hypersensibilité, la sensibilité, l'intelligence émotionnelle? En fait, l'intelligence émotionnelle, ce sont les capacités et l'habilité qu'a une personne à gérer ses émotions et ses sentiments face à un environnement précis. L'hypersensibilité est liée pour quelque chose, mais on ne peut pas en fait mélanger les deux. On peut être hypersensible et pas du tout intelligent émotionnellement parlant. Mais souvent, c'est un peu perçu comme quelque chose de négatif, hein. L'hypersensibilité est comme quand vous dites on ne peut pas dissocier l'un de l'autre, c'est considéré comme une faiblesse. Ces émotions prennent le dessus. Vous êtes d'accord, Amal Hihi? Oui, moi j'aimerais revenir quand même sur mieux comprendre le mot émotion et intelligence. Oui. Je pense que c'est très important parce qu'effectivement, on confond un peu les choses. D'abord, l'émotion, ça fait partie des trois comportements mentaux qui sont au niveau du cerveau limbique. Donc, on a la motivation, l'émotion et la cognition. Et la cognition? Oui. D'accord. Et au fait, la motivation vient pour tout simplement répondre à des besoins qu'on ressent et donc l'organisme va pousser la personne à aller répondre à ses besoins. Donc c'est ça la motivation. Et l'émotion, c'est quelque chose qu'on va ressentir dès qu'il y a un changement de l'individu par rapport soit à une relation, soit à un environnement. Donc, quelque part, c'est une réaction de changement face à un changement qui peut être soit réel, soit imaginaire aussi. Parce que le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui existe réellement et ce qu'on peut imaginer. Je donne un exemple. Par exemple, on peut avoir une émotion de peur. Une émotion de peur, elle est tout simplement, va générer un comportement de fuite. Oui. Voilà, parce qu'on se sent en danger. Et cette émotion peut être soit face à un environnement réel ou un danger réel, soit par rapport à un danger imaginaire. Par exemple, je marche dans la rue, je me dis la personne qui est derrière moi, c'est un voleur, il va venir, je vais marcher plus vite. Je vais marcher tout de suite. Au fait, là, on comprend parfaitement qu'il y a un lien très, très, très étroit entre ce qu'on ressent et notre comportement extérieur. D'accord. Et donc, du coup, juste... L'émotion vient sauver, en fait. Oui, parfois. Bien sûr. Mais cette histoire d'hypersensibilité, de sensibilité, d'intelligence émotionnelle, aujourd'hui, on valorise de plus en plus cette intelligence émotionnelle. On dit que l'entreprise, justement, le milieu professionnel qui a toujours voulu que les gens soient professionnels, ça veut dire loin de leurs émotions. Aujourd'hui, au contraire, on a envie d'amener l'intelligence émotionnelle
On a une conscience en fait de ça, parce qu'en entreprise, qu'est-ce qui se passe? On a toujours été dans la valorisation des compétences par le quotient, ce qu'on appelle le quotient rationnel, oui, rationnel qui est lié, logique, qui est lié au raisonnement, qui est lié à l'intellectuel. Maintenant, avec beaucoup de recul depuis 1990, on a commencé à donner à l'émotion sa place parce qu'on a compris que si on gère mieux nos émotions en entreprise, comment, je vais tout à l'heure parler des composantes de l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en fait, pour avoir cette intelligence? Ça, on y arrive. Voilà. Mais restons sur vraiment l'explication de l'intelligence émotionnelle. Voilà. Pour les téléspectateurs qui nous suivent, pour bien commencer l'émission, il faut d'abord comprendre le concept. Oui. Le concept d'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Ce sont des habiletés, des capacités que peut avoir une personne à mieux gérer ses émotions dans un environnement donné et face à un changement, Amel l'a bien précisé tout à l'heure, face à un changement précis. On a un schéma. Oui. Alors, il est relativement complexe. On a perception de soi, expression individuelle, relations humaines, prise de décision, gestion de stress. Tout ça, en fait... Oui. Entre dans l'intelligence émotionnelle. Vous êtes d'accord? Oui, au fait, j'avais un peu expliqué ce que c'était l'émotion, mais on revient sur l'intelligence, parce que l'intelligence émotionnelle est une combinaison entre l'intelligence et l'émotion. Donc, au fait, c'est une combinaison entre ce qu'on peut ressentir comme émotion et la cognition, qui est l'apprentissage, qui est la prise de décision, et qui est comment je vais me comporter par rapport à mon environnement ou bien par rapport à un individu donné. Exactement. Donc, l'intelligence, c'est quoi? Quand on parle beaucoup d'intelligence, avant de mettre ni intellectuelle ni émotionnelle. L'intelligence, c'est tout simplement une capacité à rassembler de l'information pour pouvoir l'utiliser comme un apprentissage dès qu'on est dans une situation similaire ou dans une situation nouvelle. Okay. C'est ça l'intelligence. Donc aujourd'hui, on a compris qu'on avait tout à gagner en mettant ensemble les deux. Exact. Oui. Intelligence et émotion. Tout à fait. Tout à fait. OK. Alors, on est avec... Est-ce que c'est inné? Est-ce que ça s'apprend? Bon, vous êtes psychosociologue et coach, donc vous allez me dire probablement oui, ça s'apprend, mais est-ce qu'il n'y a pas une composante de l'inné de... Vous en pensez quoi? Non, moi je sais et je suis consciente de cela que l'intelligence émotionnelle n'est pas innée. Il y a la sensibilité, il y a la fragilité, il y a l'émotion qui existe en nous, c'est inné. Mais l'intelligence, comme a dit bien Amal, cette intersection entre les deux a fait que l'intelligence émotionnelle est acquise. On l'apprend, on la développe. Le coaching a été extrêmement généreux dans la manière comment on peut acquérir l'intelligence émotionnelle. Et bien sûr, on peut peut-être citer comment, peut-être tout à l'heure. Oui, bien sûr, mais tout ça, on va le mettre en route. Là, on plante le décor. Oui, mais c'est vrai qu'elle n'est pas innée. L'intelligence elle n'est pas innée ou elle n'est pas que innée? L'émotion est innée, les deux non. Elle n'est pas innée ou elle n'est pas que innée? Elle n'est pas innée, moi je dirais. Elle n'est pas innée. Non, elle n'est pas innée, c'est-à-dire que clairement, on a des aptitudes qui sont là. On a un cerveau limbique, on a un cerveau qui va générer des émotions. Mais cette intersection entre notre capacité à générer de l'information, à apprendre et à se comporter en utilisant cet apprentissage dans un environnement donné, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais ça peut dérouter quand même les téléspectateurs. Pourquoi? Parce que quand on parle d'émotion, on parle vraiment de l'humain. Oui. L'émotion, c'est vraiment le terre-à-terre de l'humain. Oui, exactement. Sauf que quand on dit on peut apprendre l'intelligence émotionnelle, on se dit est-ce que ça c'est pas faux? Est-ce que c'est des techniques? D'accord, mais où est l'humain dans ça? Alors, on va expliquer des choses d'une manière plus pédagogique, je dirais, et plus simple. On va tout simplement prendre un cercle avec une médiane et deux petites branches. Donc, ça fait 3 branches. Comment est-ce qu'on fonctionne? Au fait, comment est-ce qu'on va aller percevoir la réalité du monde extérieur? On perçoit la réalité du monde extérieur à travers nos sens. C'est ce qui nous relie au monde extérieur, à la réalité extérieure. Et donc, une fois qu'on va percevoir ces informations, ça va être traité, ce qu'on appelle au niveau... La première branche, c'est le processus interne. Comment je vais traiter cette information au niveau du cerveau? Ce processus interne, la manière avec laquelle je vais traiter ces informations, comment je vais les décoder, comment je vais les réfléchir, comment je vais les filtrer à travers les différents filtres, va générer forcément chez moi des émotions. C'est ce qui est logique. Donc on passe à la deuxième branche. OK. Et ces émotions-là vont générer chez moi un comportement externe. En fonction de comment je perçois la chose, je vais me comporter
vers l'individu ou bien avec mon environnement en fonction de ce que j'ai ressenti. Donc ça marche comme ça. Ça marche dans ce sens. Donc si je veux changer mon comportement externe, je dois remonter dans l'autre sens. Si je veux changer mon comportement externe, je dois travailler et comprendre surtout, comprendre mes états internes, Exactement. comprendre surtout comment je fonctionne et qu'est-ce qui me met en colère, qu'est-ce qui déclenche chez moi la colère, qu'est-ce qui déclenche chez moi la peur, etc. pour pouvoir par la suite revenir sur le processus interne. En fait, c'est je ressens une émotion, qu'est-ce que j'en fais? Et C'est non ça. pas qu'est-ce que je la laisse faire de moi. Tout à fait. Exactement, il ne faut pas laisser les émotions nous gouverner. Voilà. Parce que si ça nous gouverne, on est loin de la réalisation de soi. Et c'est pour ça que dans l'intelligence émotionnelle, on nous demande toujours, est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous avez une bonne estime de vous? Est-ce que vous êtes dans la motivation? Et tout ça, ça nous donne une possibilité de nous dire, oui, finalement, je ne me connais pas très bien. Et c'est pour cela que la colère, par exemple, elle est toujours présente face à un refus de quelque chose ou juste une remarque, on en parlera tout à l'heure par rapport à l'entreprise. Les personnes qui arrivent à gérer les remarques, à les accepter, les personnes qui arrivent à avoir une attitude positive par rapport à n'importe quel challenge, ont une intelligence émotionnelle. Comment ils l'ont développée, ça dépend. Donc en fait, ça me rassure. Donc on reste vrai. Oui. L'idée, c'est de mieux se connaître pour mieux comprendre l'impact de l'émotion ressentie, c'est devenir intelligent avec son émotion, en fait. Exactement, bien résumé. Bien résumé, voilà, ok. Donc, l'intelligence émotionnelle, ses principes, c'est avant tout se connaître. Comment on fait ? En fait, comment se connaître? C'est très difficile, une question qui est existentielle, absolument. Mais qui pousse à réfléchir. Je me connais comment? Comment je puis avoir une possibilité de me dire, moi, avec mes émotions, il y a la peur qui me domine, ou il y a la colère qui me domine. Ou il y a telle ou telle situation qui me domine. Oui, mais c'est l'émotion qui fait que la situation est ingérable, parce qu'elle gouverne d'une manière ou d'une autre mes attitudes, mon comportement, ma bienveillance. Et du coup, je me pose cette question. Alors, mieux se connaître, il y a ce qu'on appelle le quotient émotionnel, qui est un test psychométrique. Et on ne peut pas le faire à titre personnel. C'est pour ça que dans les entreprises, le coaching, la formation, tous ces thèmes qu'on entend dans les ingénieries de formation et qui servent à quelque chose, il ne faut pas juste les mettre, il faut faire une bonne ingénierie de formation, en sortir les vrais besoins des gens. Par exemple, je dis... un module qui s'appelle gestion de stress. Dans la gestion de stress, on est en train de travailler l'intelligence émotionnelle. Pour comment? Parce que le stress, il génère quoi? Il vient d'où? Il vient de cette émotion incroyable, ingérable, de ne pas accepter la réalité. Et du coup, l'émotion, elle commence à nous jouer des tours, et à nous gouverner, et à nous faire prendre des décisions qui sont, à mon avis, moi, impulsives, et on ne peut pas du tout arriver à les gérer si on n'arrive pas à faire un module qui s'appelle gestion de stress, gestion d'émotions. Donc en fait, c'est des paliers. Oui, c'est des paliers. Les façons de travail. Je ne sais pas, elle ne va pas me contredire parce qu'elle est dans l'entreprise. Oui, effectivement. Qu'est-ce que tu en penses par rapport, par exemple, à la gestion, je vais dire un module quand même, qui mettrait l'estime de soi. Oui. Oui, l'estime de soi ou l'assertivité, autrement, l'assertivité, sa capacité à s'imposer. Alors, moi, je dirais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Au fait, si on veut reprendre les 4 grandes lignes de l'intelligence émotionnelle, c'est, bien sûr, c'est de l'intrapersonnel, c'est-à-dire que j'apprends à reconnaître mes propres émotions, à les identifier et surtout à identifier les déclencheurs de ces émotions-là. Qu'est-ce qui déclenche chez moi la peur? Qu'est-ce qui déclenche chez moi la colère? Qu'est-ce qui déclenche chez moi le sentiment parce que là, les 4 grandes familles, c'est la peur, la tristesse, la joie et la colère. Ce sont les plus grandes familles d'émotions. Bien sûr, après, il y a d'autres sous-émotions qui vont venir s'en rajouter. Mais c'est ça les plus grandes. Donc d'abord, c'est l'intrapersonnel. Puis par la suite, la capacité à gérer son humeur. Puis la capacité à identifier l'émotion de l'autre et surtout... Oui, parce que l'intelligence émotionnelle, c'est aussi l'autre. C'est l'autre. Donc l'interpersonnel, l'intrapersonnel, la capacité aussi à identifier ton émotion, à l'accepter et puis venir par la suite échanger par rapport à cette émotion. C'est aussi la capacité à réguler son humeur, comment j'arrive à réguler mon humeur et que je me laisse pas emporter, etc.
Donc tout ça fait que... Et puis l'adaptabilité, la capacité à m'adapter à un environnement changeant. On est en plein dedans. Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises évoluent à une vitesse grand V. L'environnement change tout le temps. Et aujourd'hui, ce qui change aussi en entreprise, ce qu'on voit énormément, c'est que les gens travaillent de plus en plus en mode projet. Exactement. Donc, travailler en mode projet, ça sous-entend qu'on travaille avec des personnes qu'on n'a pas forcément choisies. Ça sous-entend aussi que c'est des personnes qui sont très différentes les unes des autres et que ce n'est pas votre quotient intellectuel qui va faire que l'équipe va livrer. Et ça a été identifié, ça, ce n'est pas moi qui le dis. Les études ont démontré que 75% des gens qui ont réussi, ils n'ont réussi pas grâce à leur QI, mais grâce à leur quotient émotionnel. Leur quotient émotionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire leur capacité à gérer des relations sociales. Voilà. Ok, très bien. Ce chiffre est très important et ce constat est très important. Et cette notion d'intelligence émotionnelle est relativement récente. Ça veut dire que ces gens qui ont... Tout à l'heure, je vous posais la question, est-ce que c'est inné ou ça s'acquiert? Et vous venez de dire 75% des gens qui réussissent grâce à leurs émotions, à leur capacité justement d'adaptation à un environnement, à leur interaction avec les autres. Très bien. Mais ça veut dire que toutes ces 75% sont passés par des formations, des coachings d'intelligence émotionnelle, ou il y a une part finalement d'inné? Scientifiquement parlant, on ne parlera jamais d'inné. L'intelligence émotionnelle, elle n'est pas innée. Mais je peux peut-être, en tant que psychosociologue, je m'éloigne un peu du coaching, de dire qu'il existe des personnes qui ont une sensibilité à l'autre, une sensibilité à... Ce qu'on appelle l'empathie? On peut appeler ça l'empathie. Parce que qu'est-ce que l'empathie finalement? L'empathie, c'est une capacité d'accepter l'autre tel qu'il est, en lui donnant en fait de comprendre ses peurs, de comprendre ses envies, de comprendre ses préoccupations et de faire en sorte qu'on arrive à une communication harmonieuse. C'est ça l'empathie en fait. Oui, il y a des personnes qui ont cette empathie, qui vient de l'éducation, qui vient de l'environnement, qui vient de leurs compétences relationnelles. Oui, c'est ça en fait l'amalgame entre est-ce que c'est inné ou c'est acquis. Oui, je te comprends très bien quand tu insistes sur ça. Et pour les téléspectateurs, pardon, pour qu'ils comprennent en fait que ce sont des choses qui peuvent... Moi par exemple, je me considère étant très sensible. Mais très sensible, ça peut être considéré comme une faiblesse. Je vais m'expliquer. Je me considère comme étant très sensible. Et parfois, même avant de suivre des modules d'intelligence émotionnelle ou de la psychologie, j'arrive à comprendre l'autre. Je suis toujours dans l'empathie. Je suis toujours, en fait, avant même d'être formée, même d'avoir ces compétences acquises, bien développées, bien structurées. J'avais cette sensibilité, elle amène peut-être vers ces formations-là, vers ce travail-là, vers ce boulot. Alors moi je dirais, moi je suis d'accord, c'est pas inné. Alors maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on a des personnes qui arrivent à mettre en place effectivement cette intelligence émotionnelle sans pour autant avoir suivi une formation. Au fait, c'est comme tous les apprentissages. Ça veut dire que la personne, tout au long de son parcours, de ses expériences, va avoir des prises de conscience par rapport à une situation, par rapport à un échec, par rapport à une injustice, et elle va mettre en place d'une manière inconsciente un apprentissage. La génétique aussi, moi, tout à fait. Parfois, on me dit Ntihnina comme ta grand-mère. Et ça veut dire quoi ça? Moi, je me demande. Après beaucoup de réflexions, j'ai acquis des choses, bien sûr, avec la vie, pour que cette sensibilité, cette intelligence émotionnelle voie le jour. Mais quand même, on me disait ça petite. J'avais 10 ans, 9 ans, ils me disaient... alors ça aussi, ça pousse à réfléchir. Quoique, avec le temps, j'ai développé cette intelligence émotionnelle à être dans l'empathie, dans la motivation, dans l'optimisme. Ça veut dire que j'avais des choses, oui, mais on peut tisser autour. On peut tisser autour, et les expériences de la vie aussi nous amènent vers... Nous amènent à l'intelligence. C'est quoi l'intelligence finalement? C'est quoi l'intelligence? C'est comment je vais récolter l'information nécessaire qui va me permettre de mettre en place un apprentissage pour que je puisse le réutiliser quand je suis dans d'autres situations similaires. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on met en place d'une manière, je dirais, spontanée. Mais c'est après qu'on se rend compte que finalement, quand les études ont commencé scientifiques, c'est les neurosciences essentiellement qui ont pu mettre ça en lumière et qui ont compris que finalement, il y a un lien direct entre ces personnes-là qui ont mis en place cet apprentissage, qui ont eu ces prises de conscience dans leur parcours et qui ont appris à gérer leurs émotions et surtout à gérer la relation à l'autre. C'est très important.
à gérer la relation à l'autre, finalement, ils arrivent à réussir mieux que ceux qui sont plutôt que dans le cerveau gauche, qui est essentiellement un cerveau analytique, logique, etc. Ouais. D'ailleurs, même dans les entretiens d'embauche, on insiste plus sur le diplôme. En fait, le diplôme, il est mis à part. Oui, la technicité, vous l'avez, mais tout ce qui est test psychomotrique, test psychotechnique, il pousse à savoir est-ce que cette personne est capable de gérer une équipe, elle est capable de gérer ses émotions, elle est capable d'aller au-delà du jugement. Mais quand vous dites elle est capable de gérer ses émotions, est-ce que c'est brimer ses émotions? Est-ce que c'est étouffer ses émotions? C'est pas de ça qu'on parle. Non, pas du tout. Pardon. Au fait, gérer ses émotions, c'est être capable de les exprimer. Exactement. De les identifier et de les exprimer. Parce que tout ce qui se passe, je pense qu'on va en revenir, quand on a un conflit, le conflit à la base entre deux personnes, il vient de ça. Il vient du fait que par rapport à un comportement que toi tu as pu avoir, moi ça m'a touchée. Mais c'est ma responsabilité à moi. C'est pas ta responsabilité à toi. Quelque part, tu l'as pas fait d'une manière volontaire. Tu l'as pas toujours fait d'une manière volontaire. Pas toujours. Pas toujours. Et c'est ma lecture à moi de ton comportement qui a généré chez processus interne, état interne, comportement externe. Donc ça va générer chez moi une émotion négative. Si je la garde pour moi, forcément, je vais être dans un comportement de colère. Oui. Mais est-ce que l'intelligence émotionnelle, le principe, le concept, n'est pas un peu victime aussi de son succès dans les entreprises, dans la mesure où, quand on parle d'intelligence émotionnelle, vous l'avez dit, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs intervenants, et on mise en entreprise surtout sur l'intrapersonnel. Oui. L'interpersonnel, pardon, sur l'interpersonnel, c'est-à-dire il faut être intelligent émotionnellement avec les autres, mais dans vos explications, ce qu'on comprend, c'est que pour arriver à cette intelligence émotionnelle, il faut d'abord se connaître soi-même et cultiver cette intelligence intrapersonnelle. Tout à fait. Conscience de soi. Voilà, cette conscience de soi. Avoir la conscience de soi. Tout à fait. Oui. Est-ce que en entreprise, l'intelligence émotionnelle n'est pas aussi pas encore bien comprise, bien victime de son succès? Amal, justement, vous qui êtes dans l'entreprise. Oui, au fait, je pense qu'il y a une prise de conscience. C'est en train de venir. Parce que tout le monde a compris que finalement, si je veux comprendre l'autre, si je veux gérer l'émotion de l'autre, si je veux aller vers l'autre, il va falloir que d'abord je comprenne moi-même comment je fonctionne. Je pars de moi pour pouvoir aller vers l'autre. Et d'où, d'ailleurs, il y a des thématiques de séminaires de formation, telles que, par exemple, l'assertivité. L'assertivité, c'est quoi? C'est tout simplement la capacité à exprimer ses émotions. D'accord. La gestion de conflit en tant que telle est un séminaire d'intelligence émotionnelle. Oui. C'est-à-dire comment je vais apprendre à mettre en place une méthodologie, un outil qui va me permettre de décrire mes émotions, d'accord, sans pour autant, dans le respect de moi-même et dans le respect de l'autre. Oui. Je décris ce que je ressens et j'en prends la responsabilité. C'est-à-dire que je ne suis pas dans l'accusation, je vais te dire c'est à cause de toi que je suis dans cette situation. Non, j'ai ressenti de la colère parce que j'ai compris les choses autrement. Donc je prends la responsabilité. Sur le terrain, moi je ne pense pas que le succès de l'intelligence émotionnelle, elle est victime de son succès, comme tu l'as dit. Non, je ne pense pas, parce que quand on fait en fait nous des ingénieries de formation et on se base sur des diagnostics, on parle du one-to-one avec les personnes, il y a toujours le stress qui remonte, il y a l'incompréhension envers les managers, il y a toujours, ils sont en train de se plaindre. On ne prend pas la plainte à 100% parce qu'il y a deux côtés dans le conflit, mais n'empêche qu'on comprend que le malaise est plutôt émotionnel en entreprise. Parce qu'on n'arrive pas à accepter des remarques. Pourquoi? Parce que le manager se doit faire la remarque d'une manière pour ne pas toucher l'autre. Et là, l'intelligence émotionnelle a un rôle très important parce qu'il n'y a pas que moi dans l'histoire, il y a l'autre. Et cet autre, je dois prendre en considération sa sensibilité, sa fragilité. C'est pas toujours évident parce que parfois on parle de rêve. Comment moi je vais faire avec mes pressions et tout ça, et d'être très attentif dans l'empathie avec mon N-1. C'est pas évident. Mais moi je me dis qu'il y a cette possibilité de transmettre ce savoir, parce que moi je le considère comme savoir. Oui. Savoir à mieux gérer les émotions en ne pas les refoulant, en les exprimant, mais de la bonne manière.
C'est ça la clé de l'intelligence émotionnelle. Oui, exactement, je pense. Alors, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle en milieu d'entreprise, en entreprise, et vraiment en se disant qu'est-ce que l'entreprise a gagné en utilisant l'intelligence émotionnelle, parce qu'on a compris qu'on pouvait gagner quelque chose. Oui. Et parce que, bon, on est quand même... C'est éprouvé, ce n'est pas... Ni moi-même, tout à l'heure, elle a dit 75%, c'est pas comme ça. C'est des vraies études. C'est des vraies études basiques, absolument. comme quoi c'est plus important. Absolument. Que les mais il y a d'autres domaines de vie. Il y a aussi, oui. On parle beaucoup d'intelligence émotionnelle en milieu scolaire. Oui. Karima Rehani, oui. vous intervenez dans les écoles. Exact. Moi, j'ai fait le module intelligence émotionnelle dans l'école où j'interviens en tant que psychosociologue. Et je me suis basée, en fait, avec les institutrices à ce qu'elles comprennent qui elles sont. D'abord, pourquoi cette émotion, elle émerge quand un enfant nous dérange, quand il bouge. Dès qu'il bouge, ben moi, ça y est, je m'énerve, je perds mes moyens, et puis le cours est parti, et puis je vais me concentrer avec un petit geste fait d'un petit enfant de 6 ans ou de 7 ans, et j'arrive pas à me gérer. Hein. Alors, oui, l'intelligence émotionnelle est quelque chose d'extraordinaire si on l'acquiert et qu'on l'utilise à bon terme, à ce que moi, j'arrive à faire mon métier avec l'enfant d'une manière incroyable. Elle va plus loin. Je peux lui transmettre qui il est sans le jugement. C'est-à-dire, je vais pouvoir, avec un enfant de 6 ans, au lieu, par exemple, il récidive à chaque fois, il y a toujours la même, au lieu de venir lui parler doucement, parce que lui, il va avoir cette habitude que tu lui cries dessus. Pour lui, le cri et que tu t'énerves, ça l'amuse. Allez, on va continuer dans ce cercle vicieux, alors que si je lui apprends quelque part de me calmer, de lui parler, de lui transmettre aussi qu'il ne me gêne pas, qu'il a le droit de faire ça, mais à un certain moment, dont le déroulement du cours, il doit se tenir au cas où. Et on essaie un peu de lui parler. Moi, j'assiste même dans les classes pour voir comment les maîtresses elles réagissent. Enfin, j'arrive en fait à donner des conseils. C'est pas toujours évident pour elles. Donc en fait, ces facultés d'intelligence émotionnelle, on peut les utiliser une fois qu'on les a dans tous les domaines de vie et pas uniquement en entreprise et pas uniquement en gestion de conflits, dans le couple, dans la maison, avec les enfants. C'est pas évident que ça soit dans tous les... Parce qu'on trouve des managers qui se gèrent très bien au travail, mais dès qu'ils rentrent chez eux, l'intelligence émotionnelle est partie. Mais est-ce que c'était de l'intelligence émotionnelle ou autre chose? Si c'est de l'intelligence émotionnelle, c'est que c'est en soi, ça devient... En tout cas, on continue le débat, mais juste après, la petite pause. Reste avec nous sur Média TV, l'intelligence émotionnelle décryptée pour vous ce matin. Et puis après, on va parler d'hypothyroïdie avec le professeur Belkhader. Très bonne matinée à vous. Allez, comme promis, on continue cette belle discussion avec nos intervenantes ce matin. Très belle, très colorée. Merci beaucoup, mesdames, d'être là. Karima Rehani, psychosociologue et coach, et Amal Hihi, coach professionnel certifié à l'international. Merci beaucoup. L'intelligence émotionnelle, on est vraiment en train de la disséquer, bien l'expliquer. Les téléspectateurs qui n'ont pas pu suivre avec nous la première partie pourront la retrouver sur notre site internet mediatv.com. On continue donc la mise en place de l'intelligence émotionnelle. Donc, comment ça fonctionne? Par quoi il faut commencer? On regarde l'émission, on suit Amal et on suit Karima, on se dit « je veux devenir intelligent émotionnellement ». C'est comme ça qu'on le dit d'ailleurs? Exactement. Ça Alors, qu'est-ce qu'on met en place? Karima, on commence par vous. On met en place en fait un processus de vouloir se connaître. Et si on a envie, on va y arriver. C'est-à-dire, l'intelligence émotionnelle, elle ne peut éclorer que si je suis dans la conscience que mon émotion, elle me gouverne. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, comme a dit très très bien Amal. Elle a dit que c'est un processus interne qui va vers l'externe. Alors quand je suis en phase de cette réalité et cette conscience, elle ne peut pas se faire toute seule. C'est-à-dire il faut absolument aller vers des personnes qui peuvent nous aider. Si on veut que cette intelligence émotionnelle se fasse de manière personnelle, dans le couple, dans un domaine de vie précis, il y a des coachs qui peuvent aider les personnes avec ce qu'on appelle le quotient émotionnel, qui est un test très important, elle ne va pas me dire le contraire, qui met en évidence quelle est l'émotion
qui te gouverne. Parce qu'on peut avoir 1000 émotions existantes en moi, mais il y a une seule. On n'en est pas conscient? Pas vraiment. Pas vraiment, non. Parce que c'est mélangé. L'être humain est complexe. Parfois, tu te dis, je vais pas bien. Voilà, la phrase, je vais pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire, je vais pas bien? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es dégoûté d'une situation? Est-ce que tu as peur de quelque chose? Et parfois, on peut avoir toutes ces émotions dans une même situation. Il y a une qui a Mais si on l'emprise prend sur le recul justement avec soi-même et qu'on se pose toutes ces questions, on peut arriver à répondre ou pas? Seul, c'est difficile. Seul, c'est difficile. Parce que soit suivre une formation, parce qu'il y a des formations d'intelligence émotionnelle. Il y a de très bons livres d'ailleurs sur l'intelligence qui sont des best-sellers. Qui sont très simples à comprendre. Il y a des formations qui sont mises en place qui expliquent justement ce que c'est qu'une émotion. Parce que justement, ça a été tellement mal compris. L'émotion, l'intelligence, ça veut dire que je suis quelqu'un de sensible ou pas être sensible. Ouais. Il ne faut pas que je dise mes sentiments. Et surtout en entreprise. Et je suis comme ça. Et je suis comme ça. Surtout en entreprise. Des managers qui te disent, mais est-ce que je peux parler de mes sentiments? Tu penses que je peux parler de mes sentiments? C'est vrai. On vous dit ça? Bien sûr. Oui. Parce que culturellement, déjà, c'est assez tabou de parler de ses sentiments et de ses émotions. On les garde pour soi, on est dans un déni. Et donc, quand on comprend finalement que je peux très bien... Un collaborateur, par exemple, qui devait me rendre un livrable lundi et qui est en retard, si je lui dis rien et que je prends position et que ça m'énerve, etc., ça va se dégénérer, la relation va se dégénérer complètement. Absolument. Par contre, si je prends le temps de venir, de lui dire, écoute, je suis énervée. J'insiste sur le jeu. Oui. C'est-à-dire c'est ma responsabilité de ressentir ce sentiment-là. Mais je suis énervée parce que tu ne m'as pas livré. Exactement. Mais la phrase est plus importante. Voilà, alors je vous laisse finir la phrase. Je suis énervée parce que c'était être factuel. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans... c'est pas la personne. C'est pas la personne, on est sur des faits factuels que la personne ne peut pas nier. Donc, et clairement... Franchement, la personne prend ses responsabilités et donc quand on fait ce type de formation, il y a une prise de conscience des gens. Ils te disent « Ah oui, c'est vrai, c'est tellement simple et pourtant, on ne prend pas la peine d'échanger avec les gens, de leur parler de ce qu'on ressent d'une manière claire, ouverte. » Mais l'intelligence émotionnelle, c'est aussi ne pas réagir à chaud. C'est un point important. Tout à fait. Ne pas se liser, ne pas être dans l'impulsivité. Et parfois, justement, vous avez posé une très belle question, qui est de dire les gens qui nous regardent et qui disent « Ok, ça paraît intéressant, qu'est-ce que je fais pour développer mon intelligence émotionnelle ?» Déjà de comprendre qu'il y a 4 émotions phares, qui sont la tristesse, la peur, la joie et la colère. Déjà les nommer, c'est déjà pas mal. Et puis par la suite, de dire quelles sont les situations où j'ai peur, les situations où je suis en colère, générale, parce que voilà, les gens ont pour habitude de refaire les mêmes choses. Il y a des situations spécifiques qui les mettent en colère. Mais par exemple, si on devait revenir sur l'exemple que vous avez cité, à savoir, en tant que manager, mon N-1 ne m'a pas livré le travail attendu, donc d'abord, je ne réagis pas à chaud, je tempère, je me calme, mais j'exprime quand même cette émotion. Oui. En préparant cette émission, alors je pense que le nom doit vous dire quelque chose, bien sûr. C'est un professeur de neurologie, il s'appelle Damasio, Antonio Damasio, justement. Et selon ses principes, ne pas réagir à chaud, se donner 24 heures pour faire refroidir l'émotion et jamais plus de 21 jours. Jamais plus de 21... Vous confirmez, Karima? Oui. Jamais plus de 21 jours pour que ça ne se refroidisse pas complètement. Pour que ça ne reste pas là. Et que ça ne descende pas au niveau du corps. Et que ça ne fasse pas de mal au corps. Parce que pendant 21 jours, on va dire, cette émotion est au niveau du cerveau. Mais après 21 jours, alors je ne sais pas comment il a fait pour calculer ça, l'émotion descend au niveau du corps et peut faire mal au corps. Oui. Mais, pardon, juste pour revenir sur l'exemple... Donc, laisser refroidir, interpeller son N-1 et lui dire « je suis énervé parce que… » Les faits, Et si ça ne s'arrêtait pas là? Et si ce N-1 ripostait, disait « mais c'est pas de ma faute, c'est parce qu'un tel ou un tel ne m'a pas donné l'information que j'ai demandé, j'avais besoin de tels chiffres pour travailler, je dis n'importe quoi. » Voilà, c'est pas toujours aussi simple que ça. Non, c'est pas aussi simple. En fait, le but, c'est quoi le but, en fait, de temporiser et de ne pas être impulsif face à une situation pareille? C'est d'abord d'avoir une bonne qualité de relation interpersonnelle en entreprise. Et quand moi, par exemple, je vais m'énerver, c'est vrai, il y a les faits.
ça n'a pas été livré, je vais m'exprimer. J'appelle le collaborateur, je lui dis de s'asseoir, voilà, je m'énerve, je suis énervée, comme a dit Amel, parce que je n'ai pas été livrée. Mais je te donne juste le ton de la voix est très important. La manière de dire est très important. Moi, je préconise toujours, et je dis ça aux managers, souriez même quand vous faites une remarque pointue, gardez le sourire parce que ça passe mieux. Mais justement, alors ça déstabilise parce que, pardon de vous interrompre, certaines personnes pourraient dire, mais il n'a pas d'émotion, même quand il est énervé, il sourit. Pardon, allez-y. Moi, je voulais revenir sur la question de dire, voilà, si la personne à qui vous dites, vous n'avez pas livré dans les temps, il vous dit, j'ai pas eu le temps, machin, etc. C'est-à-dire que l'échange, la communication n'est pas encore allé au bout. C'est-à-dire que quand je décris, moi, j'utilise bien une méthodologie, je décris les faits d'abord, j'exprime mon ressenti, donc j'exprime mon sentiment en utilisant le je et non pas tu as fait, parce que quand je dis tu, je suis accusateur. Et quand je suis accusateur, la personne, même si effectivement elle a commis une erreur, elle va se mettre en position de défense, ce qui est tout à fait humain et normal. Voilà. Je suis énervée. Le tu est accusateur. Je suis énervée, c'est pas accusateur. Je suis énervée parce que tu ne m'as pas, ou parce que je n'ai pas reçu le travail à temps. Oui, je n'ai pas reçu le travail à temps. Par contre, si je viens, je te dis, tu m'as pas livré et tu m'as mis très en colère, etc., je suis dans l'accusation. Mais il faut dire aussi que si la personne de l'autre côté, elle a récidivé ou les choses ne s'améliorent pas, c'est qu'il faut voir aussi quelles étaient les relations entre ces deux personnes avant le livrable. Est-ce qu'il a construit une confiance? Est-ce que cette personne, elle communique avec elle d'une manière normale? Est-ce qu'il n'y a pas eu de blâme avant? Parce que les gens, ils font des prises de position dans leur tête et ils communiquent de la sorte. Moi, je dis que oui. Moi, je voulais juste rajouter il faut un nettoyage émotionnel souvent. Par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on exprime son ressenti par rapport, je reprends le même exemple, quand j'exprime mon ressenti, je décris les faits, etc., je ne suis pas au bout de mon échange. Il va falloir que je pose des questions pour comprendre qu'est-ce qui a fait que l'autre personne n'a pas livré. Donc, je suis quelque part en train de développer à la personne son intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que je suis en train de lui faire prendre conscience et surtout mettre en place un apprentissage pour que la prochaine fois, ça ne se reproduise pas. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas livré dans les temps? Exactement. Quels sont les éléments qui t'ont manqué? Qu'est-ce que tu pourrais faire la prochaine fois pour pouvoir livrer dans les délais, etc. Et une fois que j'ai posé la question, que je l'ai amené lui-même. Et après, je pose la question, quelles sont les solutions que tu proposes pour qu'on n'ait plus à retomber dans la même problématique? Et on est dans la collaboration et non pas dans je te ordonne dans de faire. l'accusation. Et à ce moment-là, la personne prend ses responsabilités parce que tu dis, la prochaine fois, j'aurai besoin de ça, 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 ça. OK. Et donc, à partir de la prochaine fois, pour pouvoir livrer dans les délais, dis-moi qu'est-ce que tu vas mettre en place. Et la personne s'engage quelque part. Et donc, développe aussi, quelque part, d'une manière indirecte, une certaine forme d'intelligence. C'est écologique quand même. C'est très écologique. Émotionnellement. C'est très écologique. Alors, pour finir, il nous reste vraiment plus ou moins 30 secondes. Damasio et les 21 jours, vous êtes d'accord, Karima Rehani? Oui, je suis d'accord. Pourquoi? Je vais vous dire. Quand moi, je m'énerve, en fait, je suis face à une émotion, surtout les émotions qui vont me causer des problèmes. Parce que la joie, elle ne me posera jamais de problème, finalement, je pense. C'est vrai? Je ne sais pas. Je pense. À moins si elle est excessive. Elle est excessive. Je ne vous interromps pas parce qu'il faut qu'on conclue. Alors, je disais, par rapport, par exemple, aux 21 jours, je prends 24 heures pour me calmer. Les gens ne peuvent pas faire ça forcément. Non. Il y en a qui prennent 6 heures. Il y en a qui ont des compétences de se calmer dans 2 heures. Ou l'immédiat, je ne pense pas. Parce que ça, c'est faire plus que ma possibilité d'être humain. Et je vais faire une erreur. À l'encontre de... Et je vais faire une erreur, en fait, si vraiment je réagis tout de suite. Moi, je dis, 24 heures, c'est beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, beaucoup de calme. C'est trop. Moi, personnellement, je réagirais en 6 heures, en 7 heures, le temps de me calmer un peu. 21 jours, oui, parce qu'après, l'émotion, elle peut disparaître ou elle peut causer un problème corporel. Corporel, absolument. Merci beaucoup, mesdames, pour cet bel échange avec vous, justement. Merci à vous. Karima Rehani, vous êtes psychosociologue et coach, et Amel Hihi, coach professionnel certifié international. Merci beaucoup. Merci. Moi, je reste avec vous pour notre interview santé avec le professeur Belkhadir. Les détails dans une fraction de seconde. À tout de suite. Et donc, on enchaîne tout de suite avec l'un des troubles de la thyroïde les plus fréquents, l'hypothyroïdie. On en parle avec vous, professeur Jamal Belkhadir. Vous êtes endocrinologue à Rabat. Bonjour, professeur. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Donc, le point aujourd'hui avec vous sur l'hypothyroïdie, un trouble de la glande thyroïde. Avant de développer, on va revenir sur cette glande, cette fameuse glande de la thyroïde qui pose parfois tellement de problèmes.
Où est-elle située et quel est on va dire sa place ou son rôle clé dans l'organisme? Alors, la glande thyroïde se situe au niveau du cou, à la partie antérieure. Au-dessous, elle est collée à la trachée et elle est très superficielle. À ce niveau-là? Voilà, à ce niveau. Et c'est une glande que les médecins peuvent palper et à laquelle on fait attention quand elle devient tumorale, nodulaire, ce qu'on appelle habituellement un goitre. OK. Et cette glande est très importante pour l'organisme parce qu'elle sécrète une hormone essentielle qui s'appelle elle sécrète plusieurs hormones, mais ce sont des hormones thyroïdiennes, T4 et T3, mais le plus important, c'est que ces hormones interviennent dans le métabolisme du corps. Elles sont importantes pour le fonctionnement du cœur, elles sont importantes pour la thermogénèse, pour notre température, pour réguler notre température. Elles sont importantes pour le tube digestif, elles sont importantes pour le cerveau. Pour le moral aussi. Pour le moral. Et donc, les choses sont tellement bien faites qu'un taux normal de thyroxine, d'hormone thyroïdienne, se situe entre des intervalles et que tant que les hormones thyroïdiennes et l'hormone hypophysaire qui contrôle la thyroïde, parce que la thyroïde elle-même est sous contrôle hypophysaire, tant que cet équilibre est préservé, l'être humain vit normalement. Il se sent normal. Mais dès qu'il y a une augmentation des hormones thyroïdiennes ou une baisse des hormones thyroïdiennes, pour une raison ou une autre, l'organisme est perturbé et ça se traduit par un certain nombre de symptômes sur lesquels on va revenir. Alors justement, on enchaîne. Qu'est-ce qui peut venir perturber d'une manière, soit en hypo, soit en hyper, cette glande thyroïdienne? Alors, cette glande thyroïdienne peut être perturbée par un hyperfonctionnement, une augmentation du fonctionnement de la thyroïde, ou une baisse du fonctionnement de la glande thyroïde. Alors, les causes qui entraînent, les causes qui aboutissent à une augmentation de la fréquence et de la sécrétion des hormones thyroïdiennes, c'est ce qu'on appelle les causes de l'hyperthyroïdie, et elles se caractérisent par un certain nombre de maladies, dont la plus importante est connue, qui s'accompagne d'exophthalmie, c'est-à-dire d'exorbitisme des yeux avec un goitre et avec... Exorbitisme, c'est-à-dire des yeux un peu proéminents. Qui sortent un peu. Et puis, bien entendu, c'est en fonction du degré. Parfois, ça peut être un simple éclat du regard. Donc, les endocrinologues sont très avisés. Ils remarquent très vite cet éclat du regard chez certaines personnes qui n'ont pas l'habitude. Je ne parle pas des beaux yeux, des gros yeux. Non, oui. Je parle d'un éclat inhabituel du regard ou bien d'un exorbitisme avec proéminence et avec un certain nombre de signes. D'accord. Ça, c'est pour l'hyperthyroïdie. C'est fréquent? C'est assez fréquent, mais c'est beaucoup moins fréquent que l'hypothyroïdie. D'où, en fait, notre focus aujourd'hui avec vous sur l'hypothyroïdie. Qu'est-ce qui se passe pour l'hypothyroïdie? Alors, l'hypothyroïdie, c'est un manque d'hormones thyroïdiennes plus ou moins important en fonction de l'importance de la teinte de la glande thyroïde. Alors, on peut voir ça dans de nombreuses affections, tout particulièrement lorsqu'on opère la thyroïde, on enlève la thyroïde, donc il n'y a plus d'hormones thyroïdiennes. Donc chez tous les patients qui sont opérés de la glande thyroïde doivent avoir un suivi endocrinologique. D'accord. Même si la glande thyroïde n'a pas été amputée entièrement, même si on a enlevé une partie, il faut faire attention parce qu'il y a d'autres raisons qui motivent cette surveillance, en particulier la réapparition de nodules qui ont conduit à l'intervention. La situation la plus fréquente, c'est celle d'une inflammation de la glande thyroïde qui est passée inaperçue. Par exemple? C'est une thyroïdite. Il y a de très nombreux virus qui peuvent attaquer la glande thyroïde, entraîner une thyroïdite, et cette thyroïdite entraîne une destruction progressive des cellules thyroïdiennes qui sécrètent les hormones thyroïdiennes. On ressent un symptôme, on ressent une gêne au niveau du cou, dans un certain nombre de cas, on peut voir les symptômes évidents. C'est une douleur importante, brutale au niveau du cou, avec un certain nombre de signes tels qu'un peu de fièvre, de fatigue, de nervosité. Et donc, ça conduit très vite à orienter le diagnostic, puisque dès qu'on fait les hormones thyroïdiennes, on va voir qu'ils sont perturbés et qu'il y a un syndrome inflammatoire très important. Si on ne confond pas avec une angine et qu'on ne fait pas d'automédication, pas les spécialistes bien sûr, mais nous, par exemple. En général, l'angine, c'est une douleur à l'intérieur de la gorge. Ça, c'est différent? Voilà. Et puis, le diagnostic de l'angine est assez facile. La thyroïdie, c'est une douleur à l'extérieur. Okay. Et une douleur assez importante, assez étendue. Et alors que, habituellement,
les choses peuvent se passer de façon tout à fait discrète. La patiente ne ressent rien, ou le patient, mais généralement c'est une maladie des femmes. Elle est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes, autour de la quarantaine. D'accord. Et cette hypothyroïdie va entraîner, ou cette atteinte inflammatoire va entraîner progressivement une baisse des hormones thyroïdiennes et entraîner un certain nombre de symptômes. Et ce sont ces symptômes qui doivent attirer l'attention, en particulier se sentir fatigué, la frilosité, se sentir le froid. Anormalement, ce sont des patients qui sentent le froid. Certaines personnes elles disent être de nature frileuse. L'hypothyroïdien sent le froid. Une personne qui se couvre, alors qu'il n'y a pas de raison pour se couvrir, il faut faire attention à ce que ce n'est pas une hypothyroïdie. De même, l'anémie. Une anémie inexpliquée, ça peut être une hypothyroïdie débutante. Une sécheresse de la peau inexpliquée. Une prise de poids ? Une prise de poids modérée en général. Et une infiltration. Une infiltration, ça veut dire quoi, une infiltration ? Une infiltration, ça veut dire que la peau devient un peu particulière, un peu infiltrée, avec un teint caroténique, un teint qui va vers le jaunâtre. D'accord. Bon, ce sont des signes que l'endocrinologue repère très rapidement, mais qui parfois ne peuvent pas être très évidents. Mais qu'est-ce qui pousse, par exemple, la patiente, en général, vous l'avez dit, c'est plutôt une maladie de femme, qu'est-ce qui pousse la patiente à consulter ? Puisque c'est vraiment une série de symptômes qui peuvent être plus ou moins intenses. Tout à fait. Donc, les symptômes sont très variables. Parfois, ils sont là, parfois, ils sont discrets, dissociés, qu'ils soient neuromusculaires, la fatigue musculaire, la fatigue morale, l'envie de dormir tout le temps, des signes cardiaques, la baisse du rythme cardiaque, parce que les hormones thyroïdiennes augmentent le rythme cardiaque, donc il y a une baisse des hormones thyroïdiennes. Il y a une baisse de la fréquence cardiaque, des signes digestifs, les personnes sont constipées en général, des signes... Parce qu'il y a un ralentissement de tout l'organisme, en fait, tout à fait, du processus de tout l'organisme. Tout l'organisme est dans un hypométabolisme. Et cet hypométabolisme, ce ralentissement, si on ne fait pas attention, si on ne prend pas soin, eh ben, ça peut aller vers un état très avancé. Et on a vu, heureusement aujourd'hui, on ne voit plus ces cas, d'arriver jusqu'à un état de coma de l'hypothyroïdie. Mais on ne les voit plus maintenant parce que le nombre de médecins ayant augmenté, et la sensibilisation, la vigilance des médecins étant plus importante, le dosage facile des le rôle des médias aussi, bien entendu, à travers les médias, c'est très important puisque la sensibilisation du grand public et autour des patients qui ont une atteinte thyroïdienne, il faut que les autres membres de la famille y pensent aussi parce qu'il y a parfois une note familiale de prédisposition familiale à l'atteinte thyroïdienne. Alors vous dites justement, et en préparant l'émission, vous m'avez dit, écoute Yasmine, le mieux c'est de parler de l'hypothyroïdie parce que c'est véritablement la plus répandue. En termes de prévalence, est-ce que vous avez des chiffres ? Absolument. Alors l'hypothyroïdie, ça ne veut pas dire que l'hyperthyroïdie n'est pas importante, mais il est très important de parler de l'hypothyroïdie parce qu'elle est tellement fréquente et tellement discrète que beaucoup de personnes, et de femmes en particulier, souffrent sans se rendre compte jusqu'au jour où un médecin, par hasard, fait attention et demande un dosage des hormones thyroïdiennes. La fréquence, on l'estime à 4 jusqu'à 8% des personnes adultes. 4 à 8%. Bien entendu, cette fréquence, elle est variable, toutes les hypothyroïdies ne sont pas identiques. Il y a des hypothyroïdies frustres, il y a des hypothyroïdies très avancées, mais le plus important, c'est de détecter, de penser à l'hypothyroïdie facilement devant des signes que je viens d'évoquer, de fatigue, de frilosité, de constipation, de douleurs musculaires atypiques. Tout ça doit orienter le médecin et l'entourage à poser la problématique. Il est très important d'évoquer aussi des situations particulières. Chez les personnes âgées, par exemple, l'hypothyroïdie est encore plus discrète. Ou chez la femme enceinte. Alors, chez la femme enceinte, l'hypothyroïdie est recherchée, et surtout elle est recherchée pour que la grossesse se déroule bien et pour que le bébé ne soit pas mal formé ou malheureusement... Elle est recherchée, pardon de vous interrompre, comme conséquence de la grossesse. Une grossesse peut déclencher une hypothyroïdie ou en préparation de la grossesse. C'est rechercher les hypothyroïdies avant la grossesse ou qui peuvent s'enclencher lors d'une grossesse, mais dont les signes ne sont généralement que biologiques. Donc, il y a des paramètres, il y a des recommandations qui font que nous traitons les patients qui ont des hypothyroïdies pour leur éviter des problèmes de grossesse et pour permettre un accouchement normal. Donc, une femme qui souffre d'hypothyroïdie peut parfaitement tomber enceinte, peut envisager une grossesse sans risque
elle peut envisager 1, 2 ou 3 grossesses sans problème, à condition qu'elles soient bien équilibrées et bien suivies. Une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie ne pose pas de problème pour une grossesse, à condition que les dosages soient assurés, que la surveillance soit assurée. Bien entendu, une femme enceinte qui a une hypothyroïdie et qui est sous traitement doit être plus surveillée de façon un peu plus serrée. Alors justement, comment se fait la prise en charge, on va dire, générale de l'hypothyroïdie, professeur? La prise en charge de l'hypothyroïdie n'est pas difficile. Et c'est l'un des grands succès de l'endocrinologie. Voilà des patientes qui... On voit la fierté. Voilà, des patientes très fatiguées, pas bien du tout, dont les cheveux tombent, constipées, des troubles des règles, pas bien du tout, tendance à dormir tout le temps couvertes. Et du jour au lendemain, dès qu'on commence le traitement, elles se réveillent. Il y a un gain en qualité de vie. Bien entendu, elles sont joyeuses, elles sont heureuses, elles retrouvent le goût de la vie. Donc, le traitement de l'hypothyroïdie est fantastique. C'est une maladie chronique ou on en guérit? En général, c'est une maladie chronique. C'est une affection parce que, comme je vous l'ai dit, quand il y a une destruction des cellules thyroïdiennes lors d'une thyroïdite ou lorsqu'on a enlevé la thyroïde, soit par la radiothérapie, par l'irathérapie en général, ou par la chirurgie, en général, le traitement est au long cours, mais c'est des traitements qui sont à adapter. Au fur et à mesure, bien sûr. En fonction au printemps et en hiver ou en été, ce n'est pas les mêmes doses généralement. En fonction aussi de l'état physiologique, de l'âge de la personne. Et donc, il y a un ajustement à faire pour permettre à la personne de se sentir bien. Donc il ne faut pas disparaître quand on va chez son endocrino, il ne faut pas disparaître ensuite en se disant j'ai mon traitement, c'est bon, il faut un suivi régulier. Le traitement est efficace, il ne faut surtout pas se dire je vais arrêter mon traitement pour essayer parce que ça ne sert à rien, parce que le manque d'hormones va réapparaître et les symptômes vont réapparaître. Et beaucoup de patients tentent par moments soit de réduire, soit oublient malheureusement, et ils se rendent compte très vite que c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, et ils retrouvent toute leur santé, tout leur bien-être dès qu'ils reprennent le traitement. Ok. Mais justement, professeur Belkhader, les traitements au long cours font peur parce qu'on a peur des conséquences de ces médicaments sur l'organisme, sur le foie, sur les reins, sur les autres organes. Est-ce qu'il y a suffisamment de recul par rapport à ce traitement ou par rapport au traitement proposé? Très bonne question. Très, très bonne et excellente question parce que ce n'est pas un traitement. Ce n'est pas un médicament. C'est-à-dire, on donne à la personne les hormones dont elle manque. Mais c'est chimique. Non, ce n'est pas chimique. C'est des hormones thyroïdiennes telles qu'elles sont produites par l'organisme. Très bien. Et ces hormones thyroïdiennes qui sont produites facilement, parce qu'on connaît la formule chimique, ce traitement par des substances dont l'organisme a besoin, fait que ce n'est pas un traitement à risque lorsque les doses sont bien contrôlées. Il ne s'agit pas de donner, de veiller à ce que la personne ne manque pas d'hormones thyroïdiennes, mais ne soit pas en excès d'hormones thyroïdiennes. C'est là où... Alors, à partir du moment où la personne prend ce qu'il faut, se surveille comme il faut, elle ne craint rien. Elle vit normalement, elle vieillit normalement. Ses organes vieillissent normalement. Elle n'a pas de crainte à faire concernant l'ostéoporose, concernant le risque cardiaque. Le risque cardiaque, l'ostéoporose, tous les problèmes qu'on peut voir sont liés à un excès d'hormones thyroïdiennes. D'accord. Or, l'excès ou la baisse des hormones thyroïdiennes doit être absolument contrôlée sur les dosages biologiques. Alors, vraiment, dernière question, je sais qu'il faut qu'on libère l'antenne, mais la chirurgie est-elle nécessaire en cas d'hypothyroïdie? Dans l'hypothyroïdie, généralement, on n'opère pas. Non. On opère les patients qui ont besoin, qui ont des nodules, dont le grade radiologique fait craindre la malignité, ou les gros nodules qui risquent de gêner la digestion ou la respiration. C'est un autre chapitre. Dans l'hypothyroïdie, habituellement, dans les thyroïdites, la chirurgie n'a aucune place. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Professeur Jamal Belkhader, vous êtes endocrinologue à Rabat. C'est un plaisir d'échanger avec vous, professeur. On peut bien sûr vous regarder à nouveau sur notre site mediantv.com. Et ce sujet aussi sur l'intelligence émotionnelle, n'hésitez pas à aller le regarder à nouveau. Ça en vaut le coup, justement. Merci à toute l'équipe et bien sûr, au plaisir de vous retrouver très très vite sur Mediant TV et sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. À très bientôt.
Merci.